collectées lors d'une étude commanditée par la Direction générale de l'enseignement supérieur, donc disons le ministère de l'enseignement supérieur via la Direction générale de l'enseignement supérieur en 2010, mais aussi une étude qui était accompagnée par la Banque mondiale. Oui. Mais alors, ce qui est incongru, enfin ce qui est étonnant, c'est que la Banque mondiale, en fait, avait posé la question de savoir si l'enseignement supérieur mérite d'être financé. Alors, mérite, pourquoi pas, a besoin, mais pourquoi le mérite d'être financé? Je pense que les institutions financières, comme toute autre institution d'ailleurs, ont d'abord ce réflexe de dire qu'est-ce que j'y gagne en réalité. Oui. Alors, l'accompagnement vers un investissement ne doit pas être un accompagnement ou un investissement tout simplement à perte. La banque a évalué ce que l'éducation, de manière générale, et l'éducation supérieure pourrait bien lui apporter et a vraiment mis la main dans la pâte en acceptant de financer et d'accompagner nos États dans le développement de l'enseignement supérieur. Oui. Ça a été donc confirmé en 2011 avec la signature du contrat de performance entre nos universités publiques et l'institution financière, qui est la Banque mondiale. Donc, à mon avis, ce n'est plus une question est-ce que ça mérite d'être financé, mais je dirais plutôt, c'est même nécessaire de financer un enseignement supérieur dans nos États, parce que nous ne pouvons pas nous développer si nous ne formons pas une élite pour le développement. Oui. Alors, ce qui caractérise, au sortir de cette analyse que vous avez fait, une analyse sociale de l'enseignement supérieur public au Sénégal. Oui. Alors, c'est la crise qui caractérise l'université. Je disais tantôt que depuis 20 ans, on est dans une crise quasi permanente. C'est la crise. Oui, je vais vous surprendre, M. Kane, mais la crise en elle-même, elle est nécessaire. Une crise n'est pas négative si on l'analyse au fond. La crise, c'est ce que nous appelons la rupture entre l'existant et ce à quoi nous aspirons. C'est-à-dire, nos aspirations d'aujourd'hui expliquent le pourquoi nous voulons qu'il y ait une rupture avec l'existant. Donc la crise, c'est en fait ça. Maintenant, les manifestations de la crise, elles sont multiformes. Aujourd'hui, quand les gens analysent ce qui se passe dans nos universités, ils ont tendance plutôt à regarder les différentes formes de la crise. C'est-à-dire différentes formes de manifestation de la crise, qui sont des formes liées également d'abord à la jeunesse de notre population, mais aussi aux ambitions qui animent cette population. Cela montre bien qu'au Sénégal, la dynamique que nous avons empruntée aujourd'hui, c'est-à-dire l'évolution que nous avons empruntée aujourd'hui, est positive. Parce que le Sénégal aspire à être un État développé et à continuer également à rester au niveau de la sous-région comme une référence. Et cela, je pense qu'il faut le maintenir. D'abord, de par son enseignement supérieur. N'oubliez pas que la plupart des dirigeants des États d'Afrique de l'Ouest ont été formés dans cette université de Dakar, appelée aujourd'hui l'université Cheikh Anta Diop. Et encore aujourd'hui, quand nous regardons dans tous les corps, que ce soit dans le domaine des banques, dans le domaine des hôpitaux, donc la médecine, dans le domaine de la magistrature, dans le domaine des médias, toute cette crème qui est en train d'animer, de développer tous ces secteurs, ces individus sont formés à l'université. Donc l'université, à mon avis, c'est quelque chose qu'il faut quand même bien entretenir. D'hier à aujourd'hui, l'université a été créée en quelle année? Alors, c'est toute une évolution. Oui, mais ce que je veux dire, Souleymane, c'est que quand même, il y a quand même des choses se sont dégradées. Votre préfacier, votre préfacier l'indique, le professeur Boubacar Ly. Alors, il rappelle comment les étudiants, alors on les transportait pour aller en ville-revenir. On disait que tous les étudiants avaient des chambres individuelles, très peu n'en avaient pas. Les bibliothèques, les restaurants se trouvaient au sous-sol du pavillon où ils étaient. Et que vraiment, les étudiants étaient alors très gâtés. Il rappelle, ça c'est une époque révolue, apparemment, parce qu'il écrit plus tard que la situation, je pense actuelle, a atteint un tel point qu'il n'est pas exagéré de dire que l'université est devenue un problème pour sa société et qu'inversement, la société aussi est devenue un problème pour les étudiants. Absolument. Donc il y a une dégradation terrible
Et j'en profite d'ailleurs de ce plateau pour remercier le professeur Boubacar Ly, qui est une référence pour nous à jamais, et pour tout ce qu'il a fait pour le département de sociologie. Et à ses côtés, je remercie le professeur Abdoulaye Bara Diop, en tant que chercheur, mais aussi enseignant au département. Je voudrais tout simplement dire, de sa création à nos jours, oui. C'est-à-dire quand nous partons donc de 1918, oui. Où a été créée donc l'école de médecine de Dakar. Ensuite, 1938, naissance de l'IFAN. 50, inauguration de l'Institut des hautes études de Dakar. 1957, la mise en place de ce qu'on a appelé la fondation officielle de l'Université de Dakar. Jusqu'en 1987, où cette université de Dakar a été rebaptisée Université Cheikh Anta Diop. Je pense qu'il faut vraiment bien féliciter ces générations qui ont contribué à nous former, à former ceux qui nous ont formés, ainsi de suite, jusqu'à l'heure où nous sommes. Donc quand Boubacar Ly rappelle qu'une université est toujours une université de sa société, quand il dit qu'elle est aujourd'hui un problème pour la société, oui. C'est tout à fait normal, c'est cohérent. L'université est une université de la société. C'est parce que tout simplement, l'université, de par ses différents acteurs, de par ses différentes composantes, ne reflète rien d'autre que la société en miniature. Oui. Donc tous les problèmes que nous rencontrons aujourd'hui dans la société de manière globale, on les retrouvera dans le milieu académique. Oui. Peut-être sous des formes beaucoup plus visibles, voilà. Parce que c'est la société en miniature. Voilà. Alors tout à l'heure, vous avez semblé dire que l'université a vocation de former des élites de la société, c'est évident, tout le monde le reconnaît, mais justement avec cette crise et dans sa mission, est-ce que l'université a encore, dans cette mission qui est la sienne, vocation ou possibilité de toujours former les élites? J'allais même dire naturellement. L'université ne peut pas avoir une autre vocation que de former d'abord une crème pour la société. Et cette crème, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est dans tous les secteurs, aussi bien dans le secteur de l'éducation, de la communication, de l'information, dans le secteur de la banque, ainsi de suite, j'en passe. Mais il faut quand même aussi dire une chose. Elle ne peut pas continuer à rester une université classique, c'est-à-dire celle qui était là à fabriquer vraiment de grands savants, des penseurs. Alors, la mission change. La mission a bien pris de nouvelles formes. C'est-à-dire aujourd'hui, dans le cas de notre université du Sénégal, nous sommes dans une phase difficile. C'est-à-dire entre le choix d'une université humboldtienne, donc du nom du créateur de l'université dans le monde, Humboldt, Wilhelm, l'allemand, c'est-à-dire l'université classique qui était vraiment un domaine où seuls les penseurs se réunissaient pour échanger autour des idées, pour ne pas dire seules les grandes têtes se réunissaient pour philosopher. Aujourd'hui, l'université, étant une université de sa société, a une autre mission. C'est-à-dire, à côté de l'enseignement, de la transmission des connaissances et du savoir, la mission de l'université, c'est aussi créer des emplois. C'est-à-dire ce que j'appelle l'employabilité des sortants du système. Mais l'université a aussi pour mission garantir la recherche, c'est-à-dire réfléchir sur toutes les grandes problématiques du monde et de la société de manière d'abord spécifique, la société sénégalaise, et puis de manière globale sur l'ensemble du monde. Donc l'université a en gros 3 missions. La première, c'est la transmission des savoirs et de la connaissance. La deuxième, c'est faire de la recherche appliquée ou fondamentale. Et la troisième mission, c'est garantir l'employabilité des sortants du système. Alors, devant le changement de la société, qui influe aussi sur la situation de l'université, mais vous admettez que cette mission-là, ces missions peuvent changer, peuvent évoluer. Bien sûr. Alors, oui, alors, vous m'avez dit, quand on préparait cette émission, trop de sortants et peu de structures pour les accueillir. Alors, c'est-à-dire, on peut dire péremptoirement comme ça, mission impossible, alors. Oui, je dirais plutôt que difficulté à résoudre à tous les niveaux. D'abord, vous avez bien constaté qu'à partir de l'année 2000, avec l'alternance que le Sénégal a connue, la deuxième alternance, il y a eu ce qu'on a appelé l'accès élargi. Donc la carte scolaire a été élargie. C'est-à-dire l'accès
ce qu'on a appelé les collèges de proximité, les écoles élémentaires de proximité, les lycées de proximité. Oui. Donc, on a élargi la formation, l'entrée à l'école à la base. De 2000 à 2014, on n'a pas élargi le sommet. Nous avons une pyramide où la base est très large, oui. C'est-à-dire on a élargi les entrées. Oui. Par contre, le sommet est resté presque le même. C'est-à-dire des dates que je viens d'évoquer tout à l'heure, de la création de l'université de Dakar en 1957 et à la création de celle de Saint-Louis en 1990, le Sénégal est resté qu'avec 2 seules universités de 57 jusqu'en 2007 où nous avons assisté à la mise en place de ce qu'on a appelé les CUR, les centres universitaires régionaux, qui sont transformés par la suite en universités de région. Oui. Et c'est donc les 3 universités que nous avons, c'est l'université de Ziguinchor, l'université de Thiès et l'université de Bambey, qui se sont joints aux 2 premières universités, celle de Saint-Louis et celle de Dakar. Donc vous voyez, le sommet est très restreint, c'est-à-dire oui. Nous n'avons que 5 universités oui. publiques et une université virtuelle qui a été créée cette année. Tout à l'heure, on va voir les conséquences de cela, hein, les conséquences qui sont plutôt préoccupantes, mais on va y arriver tout à l'heure. Parce que je voudrais avant cela, Souleymane Gomis, qu'on parle... Alors, cette réforme, quand même, qui est en cours et mise en œuvre depuis des années, alors, cette réforme n'a-t-elle pas... Est-ce qu'elle a donné des résultats vraiment probants? Est-ce que ça a soulagé un peu? Vous savez, comme toute réforme, elle crée toujours un dysfonctionnement, c'est-à-dire un malentendu à la base. Les gens restent d'abord réticents, réfractaires à toutes les réformes. Mais si vraiment on examine de plus près la réforme LMD, je pense qu'elle a apporté et elle continuera à apporter énormément d'éléments positifs à la société. Moi-même, je l'ai fréquenté avant de rentrer en 2003 au Sénégal, dans les universités françaises où j'avais enseigné déjà. Et j'ai bien remarqué que le système LMD, c'est le système qui favorise le plus de réussite. C'est-à-dire c'est le système où, en tout cas, le nombre de réussites aux examens est toujours plus élevé que le nombre des ajournés. Alors, est-ce que nous voulons un système qui favorise la réussite ou un système qui favorise les échecs? Je pense que s'il y a choix à faire, nous allons choisir celui qui favorise la réussite. Alors, le problème, c'est quoi finalement? Ceux qui sortent du système avec des compétences aujourd'hui confirmées n'arrivent pas à s'insérer dans la société sur le plan emploi. Et donc, c'est là où je disais tout à l'heure, on forme, mais les instances d'accueil des sortants du système ne suivent pas. Or, cela ne relève pas des prérogatives des universitaires que nous sommes. Cela relève bien évidemment des prérogatives des politiques. Alors, serait-il juste, Souleymane Gomis, de dire que le nœud de la réforme est de former des étudiants tout de suite employables sur le marché du travail? Bien sûr. Alors, ça c'est tout à fait clair. Nous avons, avec le système LMD, en tout cas choisi de former des individus opérationnels à la sortie. Quand je prends le cas de nos départements, en tout cas pratiquement tous les départements d'ailleurs forment au bout de 3 ans ou 4 ans ou 5 ans plus tôt des personnes opérationnelles dans les secteurs de production. Alors, il y a 2 types de sortants aujourd'hui, c'est-à-dire ceux qui sortent avec la licence, la L3, a priori, ils devraient pouvoir sortir pour pouvoir être opérationnels. A priori, je dis bien. Oui, c'est-à-dire avec des licences professionnelles. Et ces licences sont prévues dans le système LMD, à côté des licences générales. Il y a des masters. Il y a ceux qui doivent faire des masters pour la recherche et ceux qui doivent suivre des masters professionnels. Donc, ceux-là également, à la sortie de leur master 2, devraient pouvoir travailler. Alors, mais le problème, comme je l'ai dit, il ne s'agit pas de dire est-ce qu'on forme des gens qui ont des compétences à échanger sur le marché du travail. Là n'est pas le problème. Déjà, la médecine, qui est une école, forme des médecins qui, a priori, enfin, c'est même pas a priori, qui, d'emblée, sont des gens opérationnels. Mais combien de médecins aujourd'hui chôment dans ce pays? Il y en a énormément.
mais ça ne relève pas des prérogatives de la faculté de médecine de les insérer. Ça relève